Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo matinale avec un soleil qui me tombe sur le coin de la tronche et qui fait que c'est à cause de lui souvent qu'il y a des accidents parce que les gens tout d'un coup se font surprendre. Oh mon Dieu, je ne vois plus rien, et ils ne voient pas que devant ça s'est arrêté et paf. Mais bon, vous avez les mêmes à la maison. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, petite information en continuité de ce dont on a parlé concernant l'affaire Candace Owen, Brigitte et Emmanuel Macron. Je vous avais dit ils allaient apporter des preuves scientifiques. Et que j'avais dit, mais pourquoi préciser scientifique ? Sauf que là, la BBC a annoncé que Brigitte Macron aurait envoyé une photo qui aurait été la preuve qu'elle n'est pas un homme. Je dis bien la preuve qu'elle n'est pas un homme. Mais le problème, c'est que la photo n'apporte pas la preuve qu'elle aurait pu être un homme. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Sauf que la BBC a retiré son tweet. Et en fait, ce qui nous fait poser la question si cette affaire risque pas de se retourner contre les Macron, c'est que Candace Owen a posé la question simple, qui va payer ? Normalement, c'est une plainte au nom de Brigitte et Emmanuel Macron, et non pas déposée au nom du président de la République française. Et donc par conséquent, ils doivent payer leurs frais de leur poche et non pas avec l'argent public. Elle soulève la question. Elle dit, quand ils vont venir, lorsqu'il y aura le procès, est-ce qu'ils vont venir avec l'avion présidentiel ou un jet privé payé par leurs fonds propres et non pas sur le compte public de l'Élysée? Et petite info qui nous est tombée dessus. Alors, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire quoi que ce soit, mais Candace Owen a lancé une procédure de nullité. La procédure de nullité, c'est-à-dire que c'est une procédure qui doit, à un moment donné, pousser à l'examen des éléments du dossier pour définir si oui ou non ça vaut la peine de faire un procès, donc évidemment de dépenser l'argent du contribuable, plus particulièrement du citoyen du Delaware, puisque pour l'instant le procès devrait se passer au Delaware, si tant est que Candace Owen ne fait pas une procédure pour transférer le procès dans son état de résidence qui est l'Alabama. Alors je vous dis attention, prudence, parce que ça peut être aussi une manipulation pour essayer de se sortir d'un procès qui pourrait en effet coûter très cher à Candace Owen. Donc d'ailleurs, pour l'instant, la seule question aussi qui se pose, c'est comment Candace Owen va financer sa défense. Parce que sa défense va forcément coûter de l'argent. Donc voilà, affaire à suivre. Comme je vous l'avais dit, moi, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est quand tu lances un procès comme ça ou portes plainte contre quelqu'un et que tu commences à faire de la com en disant preuve scientifique, tiens, on a envoyé une photo, etc. Normalement, tu n'es pas censé commenter l'évolution de l'enquête. Non, alors, connaissez-vous 3i Atlas ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Alors 3i Atlas, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet céleste, comme on les désigne de façon plus vulgaire, ou, si vous préférez, un météore. Un météore assez particulier, comme on en a eu déjà deux récemment, depuis quelques années. Il y en avait un donc, qui porte un nom assez un peu russe, et un autre qui s'appelait Mamua, je crois, Mamua. Qui pareil avait suscité beaucoup de curiosité de la communauté scientifique, mais dans sa progression à travers notre système solaire,
tous les outils que nous avons et que nous possédons, toutes les technologies que nous possédons, ont permis d'étudier de façon très fascinante d'ailleurs ces deux objets. Mais on y a pu appliquer certaines réponses, la composition, etc., de ce qu'on pouvait éventuellement, encore une fois, par la limite de nos technologies et de nos connaissances, expliquer que ces objets ont un intérêt, en effet, scientifique. Mais alors, 3i Atlas, déjà, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Déjà, premièrement, parce que c'est un objet interstellaire. Qu'est-ce que ça veut dire interstellaire? Ça veut dire que ce n'est pas un objet qui reste dans notre système solaire, mais qui vient d'un autre système. Deuxièmement, lorsqu'on l'a observé pour la première fois début juillet, il a évidemment attiré la curiosité. On fait attention à tous ces objets qui circulent dans notre système solaire. Il en existe pas mal. Là, actuellement, au moment où je vous parle, vous avez 4-5 gros cailloux qui orbitent, qui orbitent pas, mais qui passent pas très loin de notre planète. C'est comme ça que ça fonctionne dans la nature même de l'immensité du cosmos. Alors, Amamu, on le surveillait parce qu'il faisait à peu près quelques centaines de mètres. Je crois 400 ou 600 mètres. Un peu moins d'ailleurs. Sauf que quand on a commencé à observer 3i Atlas, on s'est rendu compte que c'était quand même un gros morceau. On estimait, lors des premières observations, qu'il ferait éventuellement 10 km de long. Depuis, on l'observe, on l'étudie, on l'analyse, et on s'est rendu compte que le bébé, il fait quand même 46 km de long. Je vous rassure, il n'y a pas de danger, il ne risque pas de percuter la planète Terre. Et on attend impatiemment qu'il passe à partir du 3 octobre, au 3 octobre, il va passer au plus près de Mars. Donc là, on va pouvoir l'observer de façon un peu plus précise. Mais alors pourquoi est-ce que ce gros caillou, il attise et émoustille la communauté scientifique? Premièrement, parce qu'il n'est pas commun. Premièrement, il émet, du fait d'être sous influence d'une étoile, donc en l'occurrence notre Soleil, comme toutes les comètes, dégage à une sorte de traînée gazeuse. Et dans cette traînée gazeuse, d'une manière générale, on est censé trouver un certain nombre d'éléments, dont du dioxyde de carbone, et souvent le dioxyde de carbone, et un peu de CO2 aussi. C'est ce qu'on a pu observer dans les modèles. Alors, qu'est-ce qu'un modèle? Les modèles, c'est comme la météo. C'est-à-dire qu'à force d'analyser des gros cailloux dans le ciel, au fil des années, on collecte suffisamment de données, on compile toutes les données, et on a ainsi un modèle qui nous permet de servir de référence pour observer d'autres cailloux. On fait des données comparatives, et les modèles nous disent, voilà, ce caillou-là a telle caractéristique qu'on a déjà observé sur une dizaine, une vingtaine, une centaine de météores. Donc, on a un descriptif de cet objet céleste. Or là, 3i Atlas, il émet bien du CO2, non, du dioxyde de carbone, mais pas de CO2. C'est-à-dire que là, déjà, le caillou, il sort des modèles. C'est la première fois qu'on n'a jamais vu ça. Alors, attention, faut jamais dire jamais. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des modèles sur des gros cailloux qu'on observe depuis des décennies qu'un jour, vous risquez pas de tomber sur un caillou qui va sortir complètement des modèles. C'est-à-dire qu'il va complètement être hors norme. Et le deuxième élément qui suscite énormément de questions, c'est que parmi les particules que ce caillou
émet, il y a du cuivre. Or, pareil, dans tous les modèles qu'on a pu observer, le cuivre n'était jamais dissocié du fer. Or là, apparemment, 3i Atlas n'émet que du cuivre. Donc si vous voulez, ça suscite beaucoup de questions. On fait des constats, mais ces constats, on n'arrive pas à les expliquer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet à un objet interstellaire, aujourd'hui, d'être complètement en dehors des modèles qu'on a pu observer depuis des décennies? Et donc, du coup, évidemment, tout le monde veut savoir, tout le monde veut observer, tout le monde veut analyser, étudier le caillou pour pouvoir l'intégrer au modèle et dire, bah tiens, voilà, on a un cas d'exception, mais pour pouvoir établir son profil, bah, il faut en connaître un peu plus sur sa composition. Et là, c'est là que, évidemment, ça commence à devenir très intéressant. Autant en Europe, et plus particulièrement en France, les scientifiques, les observateurs, c'est là toute la différence, sont beaucoup plus cartésiens. C'est-à-dire que on établit des modèles, les modèles ne correspondent pas aux cailloux, donc on a des questions, il va falloir trouver des réponses à ces questions. Mais on ne fait pas d'extrapolation. Contrairement aux États-Unis, bah, les Américains, vous le savez, je vous l'avais déjà dit, les Américains, ils détestent l'inconnu. Donc ils ont toujours besoin de se rassurer, et donc les Américains émettent beaucoup de théories, dont des théories qui pourraient dire que finalement, peut-être que nous sommes en face, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, d'un objet qui ne serait pas forcément naturel. Ou qu'il l'est en apparence, mais voilà, où il y aurait eu peut-être une action. Alors vous comprenez que si vous regardez sur YouTube et vous tapez 3i Atlas, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de vidéos où vous avez des gens qui vont commencer à complètement délirer sur 3i Atlas. Certains même sont en train déjà de vous raconter que voilà, ça y est, on a les preuves, là c'est bon, ça y est, c'est un vaisseau spatial. Alors il y a une théorie sur laquelle les scientifiques français n'écartent pas, parce que tant qu'on n'a pas des réponses aux questions, on ne peut pas empêcher des gens d'extrapoler. Et s'il y a une interaction intelligente, extraterrestre si vous voulez, sur l'objet, la théorie la plus crédible serait que 3i Atlas serait en réalité une sorte de transport, c'est-à-dire que l'intérieur de la météorite, l'intérieur de la comète, si vous préférez, serait en réalité aménagé. Alors c'est une théorie qui existe, c'est-à-dire pour les voyages intersidéraux, vous savez qu'il faut protéger, il faut se protéger des rayons cosmiques. Il y a beaucoup de dangers de voyager dans l'espace pour des organismes vivants comme nous. Et une des théories qui est, je dirais, la plus sensée sur ce sujet, ce serait de prendre un gros caillou et en fait de percer l'intérieur et d'aménager à l'intérieur des installations qui permettraient de vivre pendant un trajet quelconque. Et ainsi, à l'intérieur, on est protégé de tous les rayonnements qui peuvent exister dans l'espace et qui peuvent avoir des dangers à terme, alors court ou long terme, sur l'espèce humaine. Ça, c'est déjà scientifiquement établi, puisque tous ceux qui passent du temps en orbite dans la station spatiale internationale, alors évidemment, ils passent un temps relatif qui n'a pas de conséquences, je dirais graves ou probantes sur leur métabolisme, mais un corps humain
que vous mettez dans un engin spatial et que vous faites voyager pendant 10 ans, 20 ans ou 50 ans, puisque bon, les distances, ça pose toujours problème, là on sait que ça peut poser des problèmes. Ça peut éventuellement aider au développement de tumeurs, voire de cancers. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'obstacles et que dans ces obstacles, on imagine des solutions. Et une des solutions, justement, c'est de pouvoir protéger un équipage en le mettant à l'intérieur d'une météorite avec des installations qui permettent de propulser, de diriger, de contrôler cette météorite dans une trajectoire donnée. Et donc, évidemment que cette théorie, aujourd'hui, elle est en train de ressortir par rapport à 3i Atlas. Et si? Autre questionnement qu'il va falloir apporter une réponse, c'est la réflexion lumineuse qu'il a. C'est-à-dire, quand on a commencé à l'observer au début juillet, on a trouvé quand même qu'il réfléchissait des rayons lumineux de façon assez conséquente. Pareil, on peut très bien imaginer qu'à la surface de ce météore, il y ait une combinaison d'éléments ferreux suffisamment important sur la surface pour justement avoir un effet de réflexion de la lumière. Mais encore, pareil, certains commencent à extrapoler que, tout compte fait, si la lumière se reflète de façon abondante sur cet objet, peut-être parce que c'est tout simplement un vaisseau spatial. Donc voilà pourquoi 3i Atlas en ce moment émoustille la communauté scientifique astronomique, surtout la cométologie. Et j'avoue que c'est vrai que c'est fascinant. C'est fascinant parce que d'un côté, 3i Atlas va nous apporter une preuve supplémentaire qu'on ne connaît pas tout. Que tout ce qu'on essaye de normer, tout ce qu'on essaye de comprendre, va toujours y avoir à un moment donné un cas d'exception qui va complètement ruiner toutes les bases scientifiques. Ça rejoint, si vous voulez, un petit peu la médecine. La médecine n'est pas une science exacte. Et que toutes les polémiques qu'on fait aujourd'hui autour des vaccins, et je vous avais déjà expliqué, la médecine part du principe qu'un traitement, on va essayer de le développer de telle manière à ce qu'il permette de soigner, de protéger le plus grand nombre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir forcément une portion d'individus sur lequel le vaccin ou le traitement ne fonctionnera pas, voire même risquerait de provoquer ou de déclencher comment on appelle ça, des effets secondaires, temporaires, ou voire permanents. Parce que nous sommes tous différents, parce que même si nous sommes des humains conçus sur le même modèle, notre organisme, nos pathologies sont toutes différentes. Et nous avons des réactions différentes de par les environnements dans lesquels nous évoluons. Vous avez des gens, par exemple, qui développent des allergies. Vous avez des gens, par exemple, qui sont plus sujets à avoir des immunités plus faibles que d'autres. Et que, par conséquent, vous avez des gens qui peuvent se faire vacciner contre la grippe. Et paf, une semaine après, ou même dans les 24-48 heures, paf, ils ont la grippe. Ce qui est logique. Si vous connaissez le principe des vaccins, c'est parfaitement logique. Tout comme vous avez des gens qui se sont jamais fait vacciner contre la grippe et qui n'ont jamais chopé la grippe à chaque épidémie. C'est mon cas. Moi, ça fait... j'ai même pas souvenir quand est-ce que j'ai pu me faire vacciner pour la grippe. Mais je n'ai jamais eu la grippe depuis, depuis 30 ans. Alors attention, j'ai eu un métier de contact avec le public. Donc évidemment, quand vous avez un métier de contact avec le public, vous êtes un aspirateur à germes, un aspirateur à virus.
Donc ça va entraîner 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus vos immunités qui vont se renforcer. Contrairement à des gens qui vivent un peu reclus, qui vivent sans contact régulier avec l'extérieur ou avec des personnes de l'extérieur, etc. C'est pour ça que pour des gamins, aller à l'école, aller dans une maternelle, etc., et surtout les mettre par exemple dans des crèches, c'est très utile. Pourquoi ? Parce que ça expose le gamin à un environnement où son immunité va être mise à l'épreuve. C'est pour ça d'ailleurs souvent que quand vous mettez un enfant dans des crèches ou à la maternelle, souvent ils tombent malades. Mais ils tombent malades parce que voilà, ça y est, ils ont chopé un virus, mais après ils vont être tranquilles. D'où la raison pour laquelle, quand on vous dit oui, on vaccine, ben oui, mais comme je vous le dis, vous allez avoir des gamins qui vont pas choper certains virus, comme il y en a d'autres, ils vont les choper, alors qu'ils sont vaccinés. Mais inversement, attention, je ne fais pas le prosélytisme anti-vax. Je dis simplement, c'est que le débat aujourd'hui qui concerne les anti-vax, encore une fois, je reviens dessus, c'est des débats tellement simplifiés que on réfute ce que je viens de vous expliquer, qui est que on est tous différents. Nous réagissons de façon différente à différents traitements. Si les traitements réussissent à fonctionner sur 80 ou 85 ou 90% des individus, il restera toujours 10% d'individus sur lesquels le traitement ne marchera pas, voire même pourra avoir des conséquences graves. Parce que diagnostiqué, parce qu'un traitement, on va essayer de faire un maximum de tests sur différentes pathologies, mais là encore, après, je ne vais pas relancer le débat sur le problème de Big Pharma qui, des fois, dans ses tests, élimine certains modèles, certaines pathologies. Et puis, quand ils sortent le vaccin, évidemment, les pathologies qu'ils n'ont pas testées sont les premières à révéler que le vaccin est plus dangereux que ce qu'on espérait. Enfin voilà, je ne vais pas revenir dessus, etc. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour vous expliquer que la science est une chose, mais on n'a jamais d'exactitude. Il y aura toujours un événement qui va sortir du lot, qui va toujours faire en sorte de nous démontrer qu'il y a une exception. Une exception qui ne confirmera pas la règle. Même si la règle s'accorde à 99,9%, il y aura toujours le 0,01% qui tout d'un coup va secouer les convictions, les absolutismes scientifiques. Donc vous comprenez pourquoi 3i Atlas aujourd'hui est fascinant pour la communauté scientifique, parce qu'il sort complètement des normes et que tout le monde attend de savoir, tout le monde attend d'essayer de savoir, parce que, je rappelle, nos technologies sont quand même assez limitées, donc si ça se trouve, on n'aura pas de réponse à certaines questions, et 3i Atlas, il continuera sa route et sortira du système solaire, et puis on ne le reverra jamais. Mais comme je vous le dis, là où c'est ce qui est fascinant pour la communauté scientifique par rapport à ce gros caillou, c'est que c'est un caillou interstellaire. Contrairement aux autres cailloux qui, en général, dans 80% des cas, c'est des cailloux qui viennent de notre système solaire, qui ont dévié, qui ont été déviés de la barrière d'astéroïdes que nous avons dans notre système solaire, etc. Donc, si vous voulez, évidemment qu'il faut avoir un petit peu de curiosité sur tout ce qui touche l'astronomie, etc., pour comprendre que là, on vit quelque chose d'assez historique. Et encore une fois, là aussi, on se rend compte que malheureusement, l'espèce humaine, tout du moins une certaine catégorie d'espèces humaines, ont culturellement la peur. On dit souvent que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Comme je dis souvent que les Américains ont parfois peur de leur propre ombre. Parce que dans la culture américaine, ils n'acceptent pas, ils ne supportent pas l'inconnu. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument des réponses. Et donc, comme ils n'ont pas de réponse scientifique, ils extrapolent.
Et de ces extrapolations, vous avez tout ce que vous voyez sur Internet, des gens qui vont vous dire oui, c'est ça, nous on est sûr que c'est ça, on est convaincu que c'est ça, regardez, on a les preuves scientifiques qui démontrent que c'est ça. Mais non, il y a des preuves scientifiques, mais qui n'apportent pas des réponses à toutes les questions. En fait, vous faites de l'extrapolation. Et force est de constater que 3i Atlas, actuellement, secoue aussi toutes les sphères complotistes, toutes les sphères extrapolant tout ce qui est croyance, des mythes de l'extraterrestre, etc. Je ne critique pas, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis simplement, encore une fois, attention à tous ces gens qui, sur Internet, essaient de vous convaincre par une sorte de narratif de démonstration dans laquelle ils omettent une certaine raison gardée, ils omettent volontairement des aspects qui ne confirment pas leur théorie, mais ils ont tellement la conviction que leur théorie est certainement la vérité que aujourd'hui sur YouTube, par exemple, vous avez plein de gens, ça y est, qui sont en train de vous dire, ça y est, c'est un vaisseau extraterrestre, il y a un complot pour la NASA. Quoi, la NASA ? Oui, la NASA a mis du temps avant de publier les premières analyses, les premières études de la comète. Mais encore une fois, entre le moment où elle a été observée et le moment où on a eu les premiers rapports, c'est parce qu'il y a des scientifiques qui ont planché dessus. Parce qu'on a mis à l'épreuve tous les éléments pour essayer d'être le plus précis. Donc ça met du temps. Donc affaire à suivre. Je vous tiendrai un petit peu au courant, puisque, comme je vous le dis, 3 octobre, date importante, parce que c'est là que... Enfin, on n'aura peut-être pas forcément les résultats tout de suite. Il faudra peut-être attendre quelques semaines avant qu'on ait les premières réponses peut-être à certaines de nos questions. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de vous mettre en lien le lien du site de la NASA qui vous permet d'observer l'évolution de 3i Atlas, mais ainsi que plein d'autres trucs, des satellites, d'autres cailloux, etc. Ce site est fascinant parce qu'on suit en temps réel tous les éléments qui sont classifiés, qui sont définis, que ce soit des satellites, etc., dans le système solaire. C'est assez intéressant. Je vous invite à aller regarder un petit peu ça, et vous verrez, ça enrichira peut-être votre culture sur la question de l'espace infini. Bonjour, Pédimie.